Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour écouter Gwenaëlle Abolivier qui va nous parler d'Ella Maillard. Donc pour cette belle biographie imagée d'Ella Maillard. Alors j'espère qu'il y a des gens qui connaissent un peu Ella Maillard, mais ceux qui ne connaissent pas vont la découvrir ce soir. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes quand même. Écoute, oui, bonsoir à toutes et à tous. Que dire peut-être que certaines et certains ont eu l'occasion de m'entendre, on va dire, à Radio France, France Inter, voilà, où j'ai œuvré pendant plus de 20 ans. J'ai voyagé à travers le monde, essentiellement pour des émissions de voyage, dont celle de Claude Villers, hein, voilà. Des émissions de grands reportages comme Interception, enfin voilà, ça m'a quand même beaucoup occupée pendant plus de 20 ans, comme je le disais. Et puis, depuis, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai glissé vers la littérature, vers l'écriture. Donc, après plusieurs résidences, après plusieurs récits aussi de voyage, j'ai eu un poste qui était celui de directrice artistique et littéraire à la maison Julien Gracq, sur les bords de Loire, entre Nantes et Angers. Voilà. Cette mission s'est arrêtée l'année dernière, avec aussi la finalisation de ce livre, ce portrait illustré que les éditions Paulsen m'ont proposé, que j'ai accepté avec grand plaisir parce que Ella Maillard, j'étais partie un petit peu sur ses traces déjà il y a une quinzaine d'années, lorsque j'avais une émission sur la correspondance. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la magnifique correspondance qu'Ella Maillard a entretenue avec sa mère en particulier. On va certainement en parler. Donc voilà un petit peu... Dans les grands traits professionnels, mais c'est vrai qu'avec mon prénom, vous avez compris que je venais plutôt du bord de mer et de la péninsule de l'Ouest, comme j'ai tendance à le dire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en général, ceux qui aiment la mer aiment aussi les sommets, et j'avoue que je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir revoir ce cadre formidable. Donc Ella Maillard, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande voyageuse, exploratrice, photographe, reporter, auteure du XXe siècle. Puisqu'elle a vraiment traversé le siècle, hein. Elle est née en 1903, c'est ça ? Tout à fait. Et elle est décédée en 1997. Voilà, ouais. Donc elle a vraiment traversé tout le XXe siècle. Tout à fait, oui, absolument. Et on peut dire qu'elle est un peu dans la suite d'Alexandra David-Néel, avec 35 ans d'écart. Oui. Ouais. Il y avait une amitié d'ailleurs entre les deux femmes. Ouais. Donc, tout à fait. Les deux femmes se sont rencontrées, elles ont correspondu. D'ailleurs, aux Archives de Genève, où j'ai travaillé pour réaliser ce livre, j'ai trouvé des lettres. Et elle s'estimait. D'ailleurs, Alexandra David-Néel a un très joli mot où elle dit « Nous sommes deux femmes faites du même bois ». Ce qui était vraiment un très beau compliment de la part d'Alexandra, qui était aussi une femme extrêmement exigeante. Il y a ce très beau portrait, vous le savez, ce travail aussi qui a été mené par Jeanne. Dans la même collection. Voilà. Donc c'est tout à fait. Deux femmes qu'on peut voir en miroir, en effet. C'est l'histoire d'un lac d'origine glaciaire situé entre la Suisse et la France, un lac en forme de croissant de lune qui est venu se déposer dans l'imaginaire d'une enfant. Le Léman, bulle évanescente d'un bleu limpide, va agir sur la destinée d'Ella Maillard. Les journées face à cette splendeur sont comme des points d'orgue sur la partition du temps ponctuée par les sifflets des steamers, vapeur à aube qui circulent impassibles en laissant en écriture d'écume les traces de leur passage. Tout est magie, tout est volupté. Rien ne semble pouvoir troubler la sérénité qui se dégage de l'atmosphère protectrice du creux de Gentot, à 7 km de Genève, où les parents d'Ella Maillard décident de s'installer à la belle saison. Si les premières années vécues en ville sont assez ternes, tout bascule en 1913 quand, âgée de 10 ans, Ella découvre la pièce d'eau et ses lumières changeantes accompagnées des mouvements incessants des ondes et du soleil. Elle ressent un coup de foudre pour la petite baie où se nichent des maisons de pêcheurs et où s'organise une vie de plaisance entre cygnes barboteurs et voiles scintillantes de blancheur. La maison a les pieds dans l'eau. Tout est là. Le calme, la végétation, une grève abritée des vents du nord, avec en face la Haute-Savoie et le Mont Salève, sommet érodé en forme de baleine, et en arrière-plan, le Mont Blanc. Ella Maillard, surnommée Kini, le diminutif de coquine, fait bien vite la rencontre d'Hermine de Saussure, sa voisine aux cheveux châtains coupés courts, vêtue d'une jupe plissée et d'une vareuse de marin, de 2 ans son aînée. Hermine passe l'hiver à Paris et revient en Suisse l'été. Elles vont devenir inséparables pour toujours.
Hermine, qui n'aime pas son prénom, se fait appeler Miette car elle est aussi légère qu'une miette. Une amitié forte se noue entre les deux fillettes au tempérament bien trempé. Miette est d'un caractère exceptionnel, elle irradie d'intelligence et d'esprit. Elle est issue du milieu aristocratique de l'une des plus anciennes familles de Genève. Voilà, une rencontre. Nous, on connaît de Saussure ici. Hein. Voilà, Horace, tout à fait. Oui, oui, absolument, qui était donc un des aïeuls de Miette, Hermine, la grande amie d'Ella. C'est vraiment, on va dire, un couple d'amitié qui s'est noué là, qui a été déterminant pour Ella Maillart. Donc Miette qui sera aussi la mère de Delphine Seyrig, voilà, pour l'histoire, puisque Miette, au fil du temps, voilà, sa vie va la mener vers d'autres horizons. Elle va rencontrer Henri Seyrig, qui aura en responsabilité les recherches archéologiques en Orient. Voilà. Mais c'est vrai que tout se joue là, au creux de Gentot, sa jeunesse, son adolescence. Ella Maillart a un frère, un grand frère, de 6 ans son aîné. Donc c'est une jeune qui se sent à certains moments assez solitaire finalement, qui va déployer aussi des stratégies dans la lecture, dans des jeux au bord de l'eau. Bon. Et c'est vrai que quand Miette apparaît dans son destin, les deux filles vont pouvoir apprendre la régate, à faire du bateau. Enfin, ça sera des moments très décisifs en fait, qui vont vraiment les ouvrir vers le grand large, vers le lac, vers le Rhône. Elles vont descendre le Rhône et à elles la Méditerranée et des grandes expéditions à partir de là. Elles remportent rapidement leur première régate sur les dériveurs de course. Ella se fait confiance, elle comprend vite le sens du vent et ressent instinctivement les mouvements du bateau. Déjà, elle cherche ses propres limites. C'est le temps de l'initiation sur le lac, dans sa quête d'absolu. Propulsée par le vent, la sensation de glisse la galvanise et lui procure un grand sentiment de joie et de liberté. Elle devient une mordue de la voile. Là, je me suis amarinée. Je n'avais en tête qu'une ambition, devenir un vrai bourlingueur des mers. Lors de ses premières régates à la barre de son dériveur, quelque chose de plus subtil s'immisce en elle. Elle perçoit qu'elle peut conduire sa vie, mieux qu'elle peut l'inventer. Adolescente, elle comprend qu'elle ne pourra pas supporter une vie banale, rythmée par des contingences. Elle souhaite profiter de l'instant présent, loin des villes, au cœur des grands espaces, où elle pourra mesurer sa soif de vivre et de découverte. Elle ressent une impatience à se réaliser autrement. Au bord du Léman, entre les manœuvres et les nœuds marins, des cordages à lever et les voiles à étarquer, un tempérament s'affirme, une aventurière au long cours est en train de sortir de sa chrysalide. Dès les premières amarres larguées, elle trace son sillage loin des chemins balisés. Cette jeune fille, très sensible, se sent perdue dans cette Europe d'après-guerre, meurtrie et déboussolée par la der des der qui a sacrifié sa jeunesse. Elle a horreur des compromis et des faux-semblants. Elle a besoin de rêver et d'utopie et rejette les préoccupations seulement matérialistes et les visions comptables. La fuite sera son remède, le voyage, une caresse. Voilà, c'est vrai que c'est déterminant en fait. On le disait, la Maillart naît en 1903, donc elle a une dizaine d'années, elle est adolescente en 1913. Comme je parlais de la lecture, elle va dévorer aussi ses récits. Je pense à Roland d'Orgelès par exemple, Les Croix de bois, ce sont des textes qui l'ont chamboulée. Elle fait partie d'une certaine façon de cette jeunesse perdue. Elle va chercher d'autres rêves, d'autres situations sur lesquelles s'appuyer finalement. Elle se dit, voilà, mes parents, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé finalement dans cette Europe déchirée. Donc toutes ces conversations, elle les aura avec Miette, elle les aura assez vite aussi avec Alain Gerbaud. Comme vous le savez, Alain Gerbaud est cet aviateur aussi qui a passé... qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde, donc dans la suite, qui a traversé l'Atlantique en solitaire, mais qui a participé aussi à la Grande Guerre. Et qui a perdu ses compagnons-là. Donc ce sont des personnes qui, quelque part, vont se trouver aussi dans une forme de rébellion et dans une recherche d'une vie autre, en fait. Mais surtout dans cette incompréhension face au conflit de la Première Guerre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la navigation qu'elles pratiquaient ensemble, c'était vraiment ce besoin de s'éloigner, de liberté, parce qu'en fait, très jeunes, elles sont parties rapidement. Elles ont fait la première traversée jusqu'en Corse, les seules filles sans moteur, sans rien. Voilà, elles ont... Pour l'époque, c'était énorme. Ouais, il y a un siècle d'ailleurs. Il y a quelque temps, là, je suis repassée sur le Vieux-Port à Marseille et j'avais vraiment une pensée pour Ella Maillart parce que il y a un siècle, pratiquement, elle se trouvait là, à
à mariner leur bateau. Même plus d'un siècle. Voilà. Dans les années 20, quoi, en 1922 en fait. Donc oui, elles sont toutes jeunes, elles partent, elles ont un caractère incroyable, quoi. Peut-être un petit peu d'insouciance, mais elles n'ont pas froid aux yeux, en effet. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était la mère, et effectivement, comme tu le dis, elle rencontre Alain Gerbaud. La complicité s'établit immédiatement entre les deux jeunes filles et Alain Gerbaud. Alors que le marin est sur le point de larguer les amarres, elle l'aide dans ses préparatifs et tire quelques bords avec lui. Si Ella possède un grand sens du vent, Gerbaud est imparable dans l'utilisation d'un sextant et la lecture d'une carte marine. Leurs voiliers finissent amarrés à couple. Tous vont d'une cabine à l'autre. Les filles consultent et empruntent ses livres de navigation en anglais, des récits et autres atlas. La bibliothèque du Firecrest est une mine. C'est à cette occasion qu'Alain Gerbaud leur confie son plan. Il envisage la première traversée de l'Atlantique en solitaire, à la voile et sans moteur, par la route des Açores, de Gibraltar à New York. Une promesse qu'il a faite à ses 3 camarades disparus pendant la Grande Guerre. Ella Maillart est pleine d'admiration pour cet homme qu'elle voit comme son alter ego. Tous deux sont des rebelles, des insoumis. Ils ne supportent pas d'être corsetés dans des vies étriquées. Ils n'aspirent qu'à des départs et une existence en mouvement. Malgré la différence d'âge, ils partagent les mêmes affinités pour les grands espaces, la solitude et la liberté sur les mers. La même détestation des mondanités et des apparences. Ils rêvent d'un tour du monde à la voile, de plusieurs années, avec l'idée de retrouver l'harmonie et le paradis des mers du Sud que recherchaient avant eux Paul Gauguin et Victor Ségalen. Le 25 avril 1923, par vent fort du sud-est, Gerbaud appareille de Cannes, cap sur New York. À la suite de sa traversée réussie, Ella Maillart lui adresse un télégramme aux États-Unis pour le féliciter de son exploit. Il lui répond avec un courrier écrit à Long Island en lui indiquant que bientôt, elle pourra lire le récit détaillé de ses aventures dans le Petit Parisien. Le ton est très cordial. Alain Gerbaud la vouvoie encore. Il conclut sa lettre manuscrite par « Le matelot de Firecrest envoie son meilleur souvenir aux matelots et à tout l'équipage de Perlette qu'il espère bien retrouver un jour sur la mer. » Non, c'est extrêmement touchant. Enfin, moi, ça m'a plu de découvrir dans les archives, puisque pour réaliser ce portrait, il faut vous imaginer que je me suis immergée littéralement dans un océan d'archives, puisque Ella Maillart a beaucoup consigné, elle a tenu énormément de carnets. Ce sont des maîtres linéaires aux archives à la bibliothèque de Genève. Et de découvrir ce premier carnet, qui était le premier carnet de navigation, avec à la plume la signature de Gerbaud, c'est vraiment très très émouvant. Et toute cette correspondance, parce que les deux vont beaucoup s'écrire. Donc il y a une amitié, en fait, tout cela, c'est assez cordial au départ, et ça va se transformer en beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, un énorme soutien, puisqu'Alain Gerbaud va lui permettre aussi à Ella Maillart de trouver son premier éditeur, chez Grasset, pour l'édition de son premier récit. Donc c'est un compagnonnage. On s'aperçoit finalement dans ces grandes histoires de voyage, les rencontres et les rencontres décisives, il y en a. Et là, en l'occurrence, Alain Gerbaud, c'est une rencontre décisive pour Ella Maillart. C'est vraiment une très belle relation et qui va se poursuivre tout au long de leur vie. Ella Maillart est une intrépide qui ne tient pas en place. Dès son plus jeune âge, elle aime être en mouvement. Il faut dire que le sport est la clé de voûte de son éducation et l'effort physique est valorisé. Elle va exceller dans différentes disciplines. Tout est déjà en germe au bord du lac Léman et sur les pistes des sommets alpins où elle passe une jeunesse dorée en rêvant déjà à de grandes échappées. Ce sera d'abord sur les pentes enneigées des Alpes savoyardes à Megève où chaque dimanche, Dagmar Klim, sa mère, d'origine danoise, elle-même sportive et passionnée de ski, l'emmène en jupe longue pratiquer cette activité. À cette époque, skier est perçu comme une excentricité anglaise. Le sport et l'altitude sont vivement conseillés à Ella pour renforcer et fortifier sa santé fragile. Enfant, sujette à des insuffisances respiratoires et à des allergies alimentaires, elle raconte que ses parents allèrent jusqu'à lui accrocher une pancarte autour du cou spécifiant « Ne nourrissez pas cet enfant ». Sa mère souhaite donner une éducation libre et ouverte à ses enfants. Elle a un grand frère, Albert, de 6 ans, son aîné. Leur mère est pour eux un modèle d'autonomie, ce qui participe à leur forger une indépendance d'esprit. Très tôt, Ella est encouragée à suivre son intuition et sa propre voie. Sa mère, qui a souffert de n'être pas totalement acceptée à Genève,
va l'accompagner dans son émancipation. Elle est d'ailleurs extraordinaire et de constater à quel point elle encouragera toujours sa fille à voyager, à voir le monde et à s'en nourrir, à réaliser ses propres choix et à profiter de sa jeunesse. Cela va lui donner une grande confiance en elle. Elle aime la danse, comme le tango ou le boston, qu'elle pratique avec ses cousins, venus un temps habiter dans l'appartement en dessous de chez eux à Genève. Sa mère aussi adore danser et n'en dissuade jamais sa fille, même s'il lui arrive le lendemain de somnoler en classe. Elle remportera d'ailleurs des prix de tango qui feront la fierté de sa mère. J'avais des parents épatants. Ils m'ont dit, et à ce moment c'était rare, « Tu es responsable de ta vie, tu es libre de faire ce que tu veux, mais apprends un métier. » Et j'ai répondu, je ne veux pas apprendre un métier, je ne veux pas vivre dans une ville. Qu'est-ce que tu feras ? Quand tu auras faim, tu seras obligé de te marier. Ah, j'ai dit, jamais de la vie. Et alors, j'ai répondu à un article du Journal de Genève qui m'a emmenée en Angleterre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'elle ne s'est jamais mariée. Et non. Contrairement à Alexandra David-Néel qui avait dû... Oui, alors c'est une autre époque, puisque Alexandra, voilà, il y a 35 ans de différence d'âge, comme on le disait. Donc c'est un peu une autre époque. C'est une autre génération. Oui, alors c'est vrai que c'est bien de souligner aussi le rôle en effet de la mère d'origine scandinave. Ça a été déterminant, c'est évident. Et elle jouera un rôle tout au long aussi de sa vie, là, en étant en quelque sorte un peu son attachée de presse. Elle collectera les coupures de presse, elle assurera, on va dire, tout le suivi, puisqu'elle est dans le monde. Son assistante, en fait, voilà. un peu, hein, ouais, quand elle sera partie. Ouais. Tout à fait, oui. Dans les années 1930, toujours, elle participe à des courses engagées, à de nombreuses ascensions dans les Alpes suisses et françaises, et dans les massifs du Mont Blanc et du Mont Rose. Elle pratique aussi la haute montagne, dont elle maîtrise parfaitement la technique. Elle pensait un temps devenir guide, mais la profession était alors interdite aux femmes. Jusque dans les années 50, elle sera considérée comme l'une des meilleures skieuses de Suisse. En 1951, elle entreprend un trek jusqu'au lac de Gozinkund, au Népal. J'ai mal prononcé, je pense. Puis, en 1965, une marche de Katmandou jusqu'au premier camp de base de l'Everest, situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Partout, dès qu'elle le peut, le sport est son meilleur sésame. À Berlin, en 1930, dès les premiers jours, elle intègre l'équipe du Sport Club de Charlottenburg. Elle peut ainsi jouer et continuer de s'entraîner au hockey. Elle y convie aussi l'une des femmes à qui elle donne des cours de conversation et raconte qu'en perspective d'un match contre l'équipe anglaise, les entraînements ont lieu 3 fois par semaine. De la même façon, lorsqu'elle arrive à Moscou, l'une de ses premières démarches est de trouver un club sportif qui accepte de l'accueillir. Elle s'adresse à l'agence Vaux qui leur indique le stade Dynamo en forme de fer à cheval qui se trouve dans le parc Petrovski. Et en fait, c'est vrai que le sport, c'est vraiment son sésame partout où elle va. Oui, c'est ça, ça lui permet de rencontrer la population, de nouer des relations amicales. Les relations amicales, c'est quelque chose de très important pour elle. Hein. Elle est solitaire d'une certaine façon, mais elle a besoin de ce contact. Et peut-être que vous l'aurez compris, mais elle va malgré tout passer peu de temps. Elle n'a pas son baccalauréat, par exemple. Hein. Oui, ça elle n'a pas d'études. Hein. Voilà. Ça sera en quelque sorte son talon d'Achille, mais elle va devoir transformer un petit peu cet handicap finalement en force. Hein. Et tout cela, elle va le réaliser en mouvement. Et c'est vrai que le sport sera aussi pour elle quelque chose d'important. Elle va pouvoir se dépasser, réaliser des choses que d'autres femmes à son époque ne faisaient pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut dire qu'elle a participé aux Jeux de 1924 à Paris. Voilà, à Melan, aux épreuves de voile en fait. Ouais, hein. Ouais. Voilà. Mais alors justement, la voile au début, elle veut partir à l'autre bout du monde avec Miette. Elles ont acheté un bateau, tout ça, donc tout s'arrête à un moment donné. Hein. Voilà, ça va s'arrêter, même si ce sont des années déterminantes. Elles se rêvent sur mer, hein. Elles se rêvent comme Gerbaud, en Polynésie, dans les îles. Enfin, elles ont des grands projets de ce type. Et je dirais qu'Ella Maillard, et c'est ça qui me touche aussi beaucoup chez elle, c'est une fille de l'eau. L'élément maritime est essentiel et le restera d'une certaine façon au fil de ses voyages. Mais elle va devoir renoncer. C'est quelque chose de très dur en fait, hein, de devoir renoncer à ses voyages maritimes. Elle va se tourner définitivement vers des voyages terrestres et des grands voyages de milliers de kilomètres, hein, comme on va le voir. Ouais. Pourquoi ? Parce que Miette, hein, qui est en fait beaucoup plus fortunée qu'elle, c'est Miette qui achète les bateaux. Que ce soit Perlette, il y aura la Bonita, il y aura l'Atalante aussi, enfin de nombreux navires en fait. Hein. L'Atalante, c'est un navire avec lequel elle va voyager
jusqu'en Bretagne. Il y a des choses que j'ai retrouvées comme ça dans les archives de récits où elle va aller sur Groix, sur Ouessant, sur Belle-Île, enfin voilà. Toi, quoi. Voilà, donc c'est tout à fait sympathique. Elle revient sur le Saint-Malo par exemple, elle va parler des Terre-Neuve. Elle est très touchée aussi par ces métiers. Je pense que la dimension humaine, on en reparlera certainement, mais à travers le sport, c'est ça, c'est la dimension humaine aussi. Oui, donc Miette, en fait, à un moment donné, doit partir se marier. C'est pour ça que tout s'arrête. Oui, alors c'est certainement un peu plus compliqué que ça, finalement, parce que c'est aussi des renoncements pour elle. Elle va devenir maman. Ouais, elle va devenir maman. Donc c'est ça pour elle l'importance. Et donc sa vie va donc plus de bateau. On saura autrement. Et donc elle décide de partir à Berlin. Et donc là, on est dans les années 29, 30. Voilà, 29-30. À Berlin, l'une de ses plus belles rencontres est sans conteste Charmian London, la seconde épouse de Jack London. Quand en octobre 1929, Ella Maillard tombe sur un article de presse annonçant la présence en ville de l'américaine, la jeune femme n'hésite pas une seconde. Elle se rend immédiatement à l'hôtel où celle-ci séjourne pour rencontrer les éditeurs de son mari avant de poursuivre vers le Danemark. Quelle aubaine! Alain Gerbeau, l'ami fidèle, avait préparé le terrain en parlant avec enthousiasme et éblouissement de la jeune voyageuse à Charmian, et les deux femmes tombent dans les bras l'une de l'autre et passent la journée au zoo. Elle est plus que ravie. Charmian est très sympathique. Elle est petite, très ridée, mais si vive, avec ses yeux lumineux et rieurs, qu'elle a vraiment l'air d'une gosse. Au cours de cet après-midi, elles échangent des photos. Elle lui offre 3 clichés d'Alain Gerbeau et repart avec 3 photographies de Jack London. Elles se reverront à plusieurs reprises, le temps d'un déjeuner ou d'une visite au musée. Ella ne rate jamais une occasion à glisser au fond de ses poches la croisière sur le Snark qu'elle a bien l'intention de se faire dédicacer. Comment ne pas succomber à cette personnalité si attachante, si pleine d'enthousiasme et d'envie d'en découdre avec le monde? Charmian, qui est âgée de 58 ans, se prend d'amitié pour la jeune voyageuse. Elle lui offre un chapeau et lui donne 50 $, une somme considérable pour l'époque qui lui permettra de poursuivre sa route vers l'Orient. Charmian se verrait bien accompagner Ella en Russie car, d'après elle, c'est dans la langue de Dostoïevski que les livres de Jack London ont le plus de succès. Le jour même, Ella achète un dictionnaire russe. Nous sommes en mai 1930 et depuis la gare de la Friedrichstraße, après 6 mois passés à Berlin, Ella Maillard s'élance en direction de Moscou avec la valise et le sac à dos de montagne qui ne la quittent jamais. La jeune Suissesse, qui a un côté boy scout, ne part jamais sans son équipement de base, couverture, crampons et même une poêle à frire. Sans oublier des provisions alimentaires comme du beurre et des biscuits, du saucisson et du porridge. Elle se prépare comme un marin ou une montagnarde, prête à tenir plusieurs jours, quelles que soient les conditions. Ce jour-là, dans ce hall de gare, elle ressent très fortement l'appel de l'ailleurs. Il lui suffit de jeter un œil au kiosque à journaux pour s'assurer que le monde est vaste, à l'image de la mosaïque des langues et d'alphabets qui se lisent et se parlent, de l'italien à l'allemand et du français à l'anglais en passant par le russe. Son carnet de voyage toujours à portée de main, elle griffonne des notes au crayon de papier tel un reporter, toujours sur le qui-vive, et capte tout ce qui est neuf à ses yeux. Voilà, c'est là. C'est le début là, de la grande route, là. Moscou. C'est l'appel du départ, l'appel du large. Oui, Moscou, et puis bon, toutes les provinces qui s'en suivront, bon, les monts Célestes, elle ira jusqu'au Pacifique, jusqu'au mont Chuklo, enfin, voilà, je crois qu'elle ne s'arrêtera plus en quelque sorte. C'est vraiment, sa destinée est tournée vers l'Orient, avec tout ce qui peut se décliner d'ailleurs, puisqu'elle ira aussi beaucoup de temps par la suite en Inde. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, elle va transformer cette déception, puisque c'est quand même une déception lorsqu'elle va devoir comprendre que son destin ne sera plus sur l'eau. Elle va encore une fois se remettre aussi en question et puiser en fait en elle l'énergie suffisante pour partir. 1929, donc il faut aussi penser que sa famille, son père en l'occurrence, qui tenait un commerce de fourrure, lui, il commerçait avec les fourreurs et les trappeurs du Yukon, du Klondike. Enfin, et là, il y a une résonance évidemment avec Jack London, avec la Sibérie. Bon, c'est la crise de 29. Ses parents aussi, sur le bord du lac Léman, vivent ça de plein fouet. Ouais. Donc elle-même, elle va vraiment prendre son destin en main. Son père, parce que c'est une petite bourgeoisie, c'est pas des gens très riches, quoi. Donc son père la pousse à travailler. Bon, ben voilà, elle part finalement. Berlin, Moscou, peu d'Occidentaux sont arrivés jusque-là finalement. Surtout des femmes seules, quoi. Et des femmes seules, tout à fait. Ouais. Donc elle va arriver, enfin voilà, elle va trouver Moscou aussi en plein chamboulement, puisque peut-être que vous le savez, mais à ce moment-là, donc Staline est au pouvoir, il y a un changement
de capitale, de Petrograd. La capitale va basculer à Moscou, qui est une ville en pleine révolution, en fait, en quelque sorte. Et donc elle en tirera un premier récit parmi la jeunesse russe, voilà. Curieusement qui sera très mal reçu en Suisse, ouais. Mais mieux en France. Mais voilà, elle va devoir aussi là, elle est en perpétuelle finalement remise en question, elle va devoir retravailler son écriture. Et d'ailleurs c'est intéressant de jeter un œil à ce texte, hein, ouais. qui est aujourd'hui, qu'on trouve aux éditions Payot. En juillet 1932, grâce aux 6 000 francs reçus de son éditeur Fasquelle pour la publication de Parmi la jeunesse russe, Ella Maillard repart au plus vite en direction des hauts plateaux kirghizes, les Tien Shan ou montagnes célestes, une immense chaîne qui s'étend du Kirghizistan jusqu'à la Mongolie. C'est là que vivent les nomades qu'elle aimerait rencontrer. Au Turkestan chinois, les Kirghizes continuent de vivre de façon traditionnelle, tandis qu'au Turkestan russe, côté occidental, les habitants sont sous le joug du régime soviétique et de la politique de la collectivisation. C'est une région peu connue ou méconnue. Seuls les membres de la croisière Citroën y ont fait une incursion et uniquement sur le versant chinois. Le Turkestan et l'Asie centrale exerçaient sur moi un attrait invincible, inspiré par mes lectures. Aller vivre parmi les nomades dans les steppes et devenir un enfant de la nature, quelle joie! Ella Maillard rêve de voir Samarcande, comptoir de la route de la soie dont le seul nom est déjà une invitation au voyage. Elle s'imagine marcher à la découverte de la cité millénaire, se mêler aux bergers et aux cavaliers. Leur instabilité m'attire. Je la sens mienne comme celle des marins. L'idéal pour la jeune femme serait de se joindre à une expédition scientifique qui se rendrait au Pamir, dans les monts Altaï, mais elle comprend peu à peu que les étrangers ne sont pas désirés dans ces contrées proches de l'Afghanistan et de l'Inde. Les raisons invoquées étant l'inflation, les pénuries alimentaires qui sévissent dans les républiques d'Asie centrale et la fermeture au Turkestan des fameuses bases organisées par le Soviet touriste. Enfin, plane le risque de rébellion des Basmatchis, les opposants musulmans en révolte contre le régime de Moscou, qui tiennent tête aux soviétiques et tentent d'organiser les mouvements nationalistes dans la région de Boukharie orientale. Elle prend son mal en patience à Moscou, d'où elle prépare son périple. Voilà. Rien ne l'arrête, de toute façon. C'est vrai qu'elle a ce côté, oui, un peu tête brûlée. D'une certaine façon, il faut qu'elle avance, faut qu'elle aille voir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Hein. Là où les hommes vivent, il est possible de vivre. Il faut aller voir. Hein. Peut-être que vous savez que ce festival, d'ailleurs, du carnet de voyage de Clermont-Ferrand a repris cette phrase d'Ella Maillard. Donc c'est vrai que c'est une jeune femme pleine d'entrain, en fait. Hein. Même si, peut-être qu'on le verra aussi au suite de notre soirée, c'est quelqu'un qui doute malgré tout. Elle est accompagnée, elle est bercée aussi d'une certaine mélancolie. Mais malgré tout, en fait, le fait d'être en mouvement, tout à l'heure on parlait du sport, mais le fait d'être en mouvement, pour elle, lui va bien. D'aller d'un point à un autre. Voilà. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, là, elle arrive dans une zone du monde où il est compliqué de voyager, où peu de personnes sont allées, peu d'occidentaux, en fait. Hein. Il n'y a pas peu de chemins tracés, peu de chemins ouverts. Voilà, et puis la difficulté du voyage, c'est aussi les révoltes qui sont en germe, celles dont on entend encore parler. C'est ça qui est intéressant aussi, de se pencher sur cette histoire d'Ella Maillard. C'est-à-dire que là, on est aussi à un carrefour de civilisation, où aujourd'hui le monde gronde, continue de gronder là. Ouais. Lorsqu'on parle des Basmatchis, les rebelles musulmans, c'est aussi, on peut aussi, rien n'a changé. Hein. Voilà, on parle des Ouïghours, voilà, c'est tout ce qui est en place aujourd'hui encore là. Mais c'est vrai que c'était courageux de sa part, parce qu'en tant que femme seule comme ça, en plus, je ne sais pas si elle parlait toutes ces langues. Non, du tout. Comment elle s'exprimait, comment elle échangeait à l'époque. Lorsqu'elle parle, hein, elle est accompagnée d'étudiants. Hein. Ouais. Elle a un guide ou deux d'ailleurs qui vont permettre la traduction et l'échange en fait aussi. Elle sera toujours d'une certaine façon accompagnée dans la suite aussi avec Peter Fleming. Oui, aussi. Alors là, c'est encore autre chose là, avec Peter Fleming. C'est un autre voyage, mais c'est toujours les grands espaces, l'Orient. Oui, puis cette recherche de solitude, d'aller au plus près des populations nomades, comme on le disait là dans le texte. Oui, c'est ça. Elle a ce sentiment que ces hommes libres, c'est-à-dire ceux qui vivent évidemment d'élevage, qui vivent dans la légèreté d'un habitat, vous voyez ces yourtes, ces campements, il y a quelque chose de plus vrai, c'est ce qu'elle recherche.
puisque de toute façon, elle tourne le dos à l'Europe. Elle tourne le dos à cette Europe qui n'a pas réussi à s'entendre, en fait. Puisque après, il y a il y a le traité de Versailles, il y a toute cette Europe qui finalement est en train de construire où la Seconde Guerre mondiale est en germe, finalement. Donc c'est tout ça qu'elle tourne le dos à ça, finalement. Ouais. Elle se dit que l'humanité qu'elle va trouver sur les chemins dans ces grands espaces est certainement meilleure. Voilà. Elle va aussi se confronter à des déceptions. Hein. L'humanité est partout d'une certaine façon pareille, quoi. Mais il faut qu'elle aille voir. Alors donc après elle partira avec Peter Fleming, donc qui est le frère de Ian Fleming, l'auteur de James Bond, voilà, le fameux James. Oui, elle va le rencontrer lorsqu'elle sera là, on est à Pékin, donc elle va le croiser à Pékin. Ouais. Ah oui. Voilà. Okay. Elle va le retrouver à Harbin. Ouais. Et puis ils vont partir pour ce grand voyage, le plus grand voyage terrestre en quelque sorte, de plus de 6000 km. Voilà, ça sera une très belle épopée de plusieurs mois, donc, à travers les oasis interdites. Ouais. Voilà. Enfin, en schématiquement, ce voyage, elle traverse la Chine, mais pour aller jusqu'en Inde. Voilà, ouais, jusqu'au Cachemire. Jusqu'au Cachemire, ouais. Par vraiment des territoires oubliés, interdits. Et des zones interdites encore maintenant. Oui, tout à fait. Avec des zones de conflit où elle va croiser constamment la route de pillards, de rebelles. Enfin, et dans des conditions climatiques qui sont assez folles aussi. De très grandes sécheresses ou de très grands froids, par exemple. Peur de rien. Et puis un jour, elle repart aussi. Alors là, elle fait une rencontre, c'est donc avec Anne-Marie Schwarzenbach. Donc on peut dire quelques mots, qui est une artiste. Alors Anne-Marie Schwarzenbach, peut-être que vous savez, c'est une Zurichoise, donc pour elle une compatriote, une Suissesse. Qu'elle va rencontrer au Liban, puisqu'elle va, à un moment donné, la Maillard va aller retrouver son amie Miette, qui est vraiment d'une grande générosité, qui va l'accueillir après son périple des Monts Célestes. Donc elle va aller, la Maillard, passer quelques mois au Liban pour écrire. Il faut dire qu'elle a vécu au Liban, Miette, parce qu'elle a épousé un diplomate. Voilà, Henri Seyrig. Donc, et c'est là où Ella Maillard va rencontrer Anne-Marie Schwarzenbach, qui, elle, c'est une artiste, c'est une écrivaine, c'est quelqu'un de très brillant, qui est aussi, alors elle, qui vit aussi des tourments, puisque elle est issue d'une famille aristocratique suisse, mais qui défend des valeurs très conservatrices et très fascisantes. Donc là, voilà, pro-nazi. Donc on est à la veille de la Seconde Guerre, on est en 1939, et là, Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard n'ont qu'une envie, encore une fois, c'est de fuir l'Europe, de partir. Donc elles décident de partir toutes les deux vers l'Iran, vers l'Afghanistan. Voilà. En voiture depuis Genève. Voilà, à bord d'une Ford, la fameuse V8. Décapotable. C'est une superbe voiture. Voilà, que Anne-Marie a reçue de ses parents. Donc encore une fois, elle s'associe à un bon parti, on va dire, puisque là, elles vont partir vraiment très bien équipées. Mais bon, c'est vrai que ce voyage est très particulier, puisque il y a un aspect aussi à dire d'Anne-Marie, c'est quelqu'un d'assez fragile, qui est devenue absolument dépendante de la morphine et de l'opium. Donc ça va... voilà. Alors qu'Ella pense, puisque c'est quelqu'un qui d'une certaine façon a un esprit où elle ne doute pas, elle aimerait ne pas douter à certains moments de l'aide qu'elle peut apporter à son ami. Donc elle se dit, nous allons partir sur les routes et je vais aider mon ami à se déprendre de cette drogue. Et finalement ça ne sera pas si simple. Je vous laisserai découvrir la suite dans le récit. D'ailleurs, toutes les deux vont le raconter dans des récits un peu indépendants. Ouais. Elle, ça va être La Voix cruelle. La Voix cruelle, voilà, où sous le personnage de Christina se cache celui d'Anne-Marie, quoi. Mais c'est vrai que c'est une femme très attachante, qui écrit extrêmement bien, Anne-Marie Schwarzenbach, et qui va ouvrir autre chose. En fait, Ella Maillard, c'est une femme, je veux dire, assez... Qui va appréhender le monde de façon très physique, alors qu'elle va découvrir qu'il est possible de voyager de façon peut-être plus spirituelle, plus mystique. Et c'est là qu'elle va commencer à entreprendre, en fait, au contact de cette jeune femme, un voyage plus spirituel. Et, je vais lire un passage. Voilà. Les voyageuses arrivent en Italie où flottent des croix gammées. 2 jours plus tard, elles traversent la Yougoslavie dont les paysans s'activent à la fenaison.
Elles montent leur tente non loin d'une fontaine où elles se baignent à la nuit tombée. Le lendemain, elles sont réveillées par le chant des faneurs. Cette ambiance débordante de jeunesse et de joie n'est pas sans rappeler celle que décrira Nicolas Bouvier lorsqu'il voyagera dans ces mêmes contrées plus tard. Ella et Anne-Marie suivent le Danube. Tout au long de la route, les habitants les accueillent avec le salut hitlérien. Sont-elles prises pour des Allemandes ? Zagreb, Vukovar, Belgrade. Elles s'arrêtent pour la nuit près d'un camp de tziganes. Pour Ella, ces hommes et ces femmes qui leur mendient des cigarettes représentent ce qu'elle aimerait être. Dépourvues de biens, partout chez eux, intensément vivants, sans maître, sans les limites qu'impose une nationalité. Tziganes, bohémiens, romanichels, romani, ils seront djats en Afghanistan et lurs plus au sud. À ce stade du voyage, les deux filles s'observent encore. Anne-Marie Schwarzenbach, qui fume et boit beaucoup de café, est la plupart du temps au volant, ce qui arrange Ella, qui n'aime pas vraiment conduire. En arrivant en Bulgarie, les voyageuses remarquent les premiers turbans des hommes et les châles noirs des femmes. C'est la saison des fraises que des étudiantes allemandes ramassent par tonnes et que le régime hitlérien leur achète. Les cueilleuses sont habillées de lampes pantalons musulmans. Les premières mosquées apparaissent. À force de rouler sur des pistes creusées de nids de poules, le châssis de la voiture accuse quelques signes de faiblesse. À Sofia, les voyageuses décident de faire une révision et des réparations aux portières. Le temps d'une soirée, elles retrouvent des amis. Le lendemain, 14 juin, Ella Maillard note dans son carnet « AM est livide, errant, elle dort tout l'après-midi ». Elle trouve une ampoule de morphine et constate le trou rouge dans la cuisse. Mâchoire crispée, paupières brunes. L'évidence est là, il faut sévir. Le pacte entre les deux amis a été rompu. L'ambiance n'est pas à la fête. Elles repartent en silence vers la vallée des Roses. Ella est persuadée qu'une attitude de fermeté, une certaine distance et le refus du tutoiement vont être utiles à son amie. Inévitablement, la méfiance s'établit entre les deux femmes. Ella Maillard se sent démunie. Je m'étais aussi rendu compte combien j'étais peu qualifiée pour lui venir en aide. Oui, c'est ce qu'elle constate. Elle le raconte dans ses récits, dans ses carnets, dans les notes que j'ai pu trouver, des notes inédites, puisque le texte il est comme ça, émaillé de textes et de paroles vraiment très personnelles et inédites, comme je le dis. Mais oui, effectivement, là, on est face. C'est encore une autre dimension, mais c'est vrai qu'elles se sont démunies, Ella Maillard, dans cette histoire-là. Mais c'est quelque chose de très marquant, oui. Après, c'est vrai qu'aussi, on voit que Nicolas Bouvier, il y a un lien, il est suisse, il a fait aussi les mêmes trajets pratiquement. Oui, Nicolas Bouvier, peut-être avez-vous lu, si vous vous intéressez au voyage, L'usage du monde, et puis d'autres textes, en fait, c'est des textes qui sont uniques, encore une fois, Nicolas Bouvier, c'était un très grand, finalement, de la littérature du voyage, enfin de la littérature tout court, j'allais dire. Ah oui, qui a inspiré beaucoup Tesson et d'autres encore. Mais en fait, Bouvier, il est venu rencontrer Ella Maillard chez elle, à Chandolin. Il est venu trouver des conseils, il est venu écouter cette dame qui était partie, qui était partie. Finalement, c'est elle qui a ouvert la voie de l'Afghanistan. Bouvier, lorsqu'il veut partir avec son ami photographe Thierry Vernet, il va aller la rencontrer, Ella Maillard. Il avait énormément de respect pour cette femme. C'est d'ailleurs très touchant de voir encore une fois la correspondance. Nicolas Bouvier lui écrira, Ella Maillard, depuis le Japon par exemple, où il a vécu avec sa femme et ses fils. Et il a vraiment salué les récits, que ce soit le Mont Céleste et les Monts Célestes du Sable Rouge, en disant que c'était un chef-d'œuvre. Et puis par la suite, les Oasis interdites par exemple. Je trouve que il a vraiment salué Ella Maillard en tant qu'écrivaine, alors que finalement, Bouvier disait « Je préfère les voyageurs qui écrivent aux écrivains qui voyagent ». Et c'est vrai que c'était ça, en fait. Mais la nuance est belle. Alors que Bouvier, il faut dire que c'est vraiment un tout grand de l'écriture. Mais lui, Bouvier, justement, il racontait juste ses routes défoncées, alors que lui, il est parti 20 ans après elle, même 30 ans après elle. Lui, oui. Et elle, donc à l'époque, ça devait être encore pire que pour Bouvier. Parce que franchement, deux nanas toutes seules, avec une super voiture, elle devait toujours être en panne, ça devait être l'enfer, parce que c'était pas des routes en fait. Oui, elles ont vécu C'était des chemins de terre avec. Oui, elles en parlent. Voilà. Et puis elles ont eu certainement un peu de chance aussi malgré tout pour aller au bout de leur périple, quoi. Ouais. Donc elles sont allées jusqu'où ?
Eh ben, elles se sont arrêtées en fait en Iran. Et là, ça sera le déclenchement de la guerre. Donc en Iran, Anne-Marie Schwarzenbach va rentrer, elle. Elles vont se quitter, elles vont se séparer dans un sens de façon assez violente. Elles vont se fâcher, on va dire. Et là, elle va poursuivre en Inde, où elle va passer 5 ans. C'est-à-dire qu'elle va passer la Seconde Guerre mondiale en Inde. Voilà. En Inde, Ella Maillart ressent un fort besoin d'ancrage. Donc vivant à bon marché ici et sachant qu'il y a encore bien assez pour toi à la banque en ce moment, je ne vois pas la nécessité d'aller faire le clown à des conférences, interviews, causeries radio et bluffs pour éditeurs aux États-Unis, à moins que les circonstances ne semblent m'y appeler, m'y pousser, et cela dans un sens où j'y vois quelque chose de plus constructif à faire qu'à regagner l'argent que j'aurais dépensé pour y aller. D'autre part, tu sais que je ne suis pas écrivain dans l'âme, et avant de continuer à écrire des livres imparfaits, autant qu'inutile, cela vaut la peine de réfléchir. L'endroit ici n'est pas mal choisi pour cette activité et puis voilà, j'ai 38 ans, une vingtaine d'années derrière moi et peut-être autant devant moi pour trouver cette réalité que j'ai pourchassée jusqu'ici sur terre et sur mer. Les guerres ne sont que d'horribles cauchemars qui s'ajoutent les uns aux autres mais qui ne résolvent rien. C'est en soi que chacun doit trouver son équilibre et son âge d'or et non pas en attendant la mort des tyrans ou la souveraineté des peuples. Autrement, on ne fait qu'être ballotté entre ce que celui-ci a dit ou ce que cet autre a écrit, et c'est forcé, tant qu'on n'aura pas en soi un point fixe qui ne change pas selon l'humeur ou la température. Il n'est pas dit que je sache la trouver, cette réalité, que les sages affirment être en chacun, mais tout au moins je peux essayer. Je ne pars pas pour savoir le comment, le pourquoi et quand de tout, mais afin d'établir en moi une boussole de bonne qualité, afin de ne plus perdre la tête à tout moment. La route a fini par l'aider à mieux voir en elle-même. Les quarts en mer et les tentes en Asie l'ont sûrement poussé à la difficile recherche de vérité. Dit-elle, tout s'allège en elle, les tensions et les confusions. Plus sereine, elle s'approche du dépouillement. Je suis riche de tout ce dont je n'ai pas besoin. Proverbe chinois. Ella Maillart va partager ses années indiennes avec une jeune chatte offerte par Sujata, l'épouse française d'un voisin indien. La chatte tigrée va devenir l'héroïne de Tipus, 3 ans en Inde, avec ma chatte. Oui. C'est pas son meilleur récit, je dirais, mais malgré tout, voilà, ce texte existe. Alors l'extrait que tu as lu, Lorraine, c'est une lettre assez importante. En fait, c'est cette lettre qu'elle va écrire à sa mère et qui donnera le titre en fait de ce recueil de correspondance, hein, cette réalité que j'ai pourchassée. Et c'est vrai que là, on sent en fait qu'elle écrit à sa mère sur le ton de la confidence. Hein, ça, on le sent, et aussi enfin, il y a une vraie complicité en fait. Elle a 38 ans, elle le dit, donc elle est arrivée à un moment de maturité aussi. Et je trouve que c'est très beau en fait la façon dont ces deux femmes vont correspondre, vont se soutenir aussi réellement, quoi. Il y a une très belle relation, je trouve, qui finalement s'est instaurée à distance. Elles se voient malgré tout, mais tout ça se fait à distance. Elles vont s'écrire. Je trouve que c'est vraiment une très belle lettre. Donc en effet, en Inde, elle va encore une fois se questionner sur la réalité, hein, cette réalité que j'ai pourchassée, ce qui va apporter, en ce qui me concerne en tant qu'autrice, un questionnement sur la réalité et le réel. Qu'est-ce qu'elle fait du réel ? Tout au long de sa vie, elle va se poser cette question. Donc elle va écrire, hein, elle va écrire des récits de voyage, elle va aussi beaucoup photographier. Il existe plus de 25 000 clichés que renferme le musée de l'Élysée à Lausanne. D'ailleurs, qui va illustrer. À Morges. À Morges, il y a une exposition. Ouais. Et des clichés qu'on va sélectionner dans le livre, hein, des clichés très importants, qui est aussi une de ses démarches en fait à Ella Maillart. Elle voyage, elle prend des notes, elle raconte, mais elle photographie aussi. Et dans ces clichés, on sent tellement la relation qu'elle cherche à instaurer aussi avec l'autre. Hein. C'est très beau. Enfin, c'est un regard documentaire, mais aussi vraiment de générosité. Donc c'est une femme vraiment étonnante. Hein. Oui, elle n'est pas dans le voyeurisme. Du tout. Au contraire, elle se met à égalité. Ah oui. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir le sourire que lui rendent aussi les personnes qu'elle croise. Alors qu'il faut imaginer qu'à l'époque où elle voyage, hein, il y a près d'un siècle, les personnes, les Kirghizes, les nomades,
ont vu peu d'Européens finalement. Mais elle arrive à instaurer, c'est formidable, je trouve, cette qualité-là qu'elle a. Et donc elle passe toute la guerre en Inde. Voilà. Un peu comme notre amie Alexandra Davinil qui a passé aussi toute la guerre. Elle était plutôt côté tibétain. Au Tibet, à Lhasa, puisqu'on voilà, Alexandra, elle va entrer à Lhasa en 1924. Après, elle va revenir à Digne-les-Bains pour Alexandra Davinel. Voilà. Et puis donc, Ella Maillard, elle va trouver aussi son oasis à Chandelin. Tout à fait. Il n'est pas étonnant qu'Ella Maillard ait finalement choisi de poser ses bagages dans l'un des villages les plus hauts d'Europe, Chandelin, où le silence et la solitude lui conviennent à merveille pour prolonger sa recherche de sagesse, tout en étant acceptée par la communauté des villageois. En 1945, après un séjour de 5 ans en Inde, Ella rentre en Suisse, elle a 42 ans. Au printemps de l'année suivante, le peintre Edmond Bille, originaire de Neuchâtel, l'invite à venir découvrir un village perché dans le canton du Valais. Au départ, c'est surtout sa mère, passionnée d'art et de poésie, qui connaît les œuvres du peintre et a encouragé sa fille à le rencontrer. Après avoir terminé sa formation à Paris, Edmond Bille a reçu une commande du pasteur Frédéric de Rougemont, un ami de la famille venu en villégiature à Grimantz. Il lui a proposé de peindre le Sphinx, soit de Servin, depuis ce village d'altitude en 1900. Il est immédiatement tombé sous le charme de Chandelin. Dès 1904, il s'installe dans le village voisin de Sierre et un an plus tard se fait construire le chalet-atelier Les Mélèzes. À Chandelin, qui devient son lieu de travail et d'inspiration, il réalisera 2 vitraux toujours visibles dans le chœur de l'église Sainte-Barbe. Comme lui, Ella Maillard est tout de suite saisie par la beauté et la quiétude de ce nid situé à 2000 mètres d'altitude dans le Val d'Anny-Vivier. Comment ne pas être conquise par un tel lieu ? Quand elle arrive pour la première fois dans le village, celui-ci n'est pas encore desservi par la route. Depuis Sierre, le car stoppe dans le village juste en dessous, d'où elle rejoint Chandelin à pied. Dans l'un de ses carnets, elle note « Peut-être avait-il été nécessaire de passer 6 mois en pleine ville pour ressentir une telle joie en descendant de l'autobus à Soussillon. J'ai marché 20 mètres qui me séparaient du début du sentier et j'ai dû m'asseoir pour pleurer de joie. Le silence complet, le vert tendre des nouvelles feuilles, le sentiment de liberté, tout était bouleversant. Découverte d'un nouvel horizon, la raideur du sentier et la solitude étaient comme une initiation à un nouveau monde. Il y a quelque chose de virginal dans cette région quasi inhabitée. » C'est incroyable de partir si loin pour retourner, pour trouver le bonheur presque à son point de départ. Mais ça, c'est Ulysse déjà qui vous le raconte. C'est le retour au pays, quoi. Revenir, c'est mieux repartir. Enfin, il y a cet éternel retour qui est aussi nécessaire, quoi, au voyage dans un sens. Mais et oui, elle arrive à Chandelin en 1946. Où elle va se faire construire ce chalet qui existe toujours. C'est vraiment, ce village est adorable, à près de 2000 mètres en effet, avec cette vue comme ça sur la chaîne alpine aussi. Et le Servin, c'est extraordinaire. Donc là, à partir de Chandelin, ceci dit, elle va continuer de partir. Chaque hiver, elle repart en Inde. Elle va devenir guide, elle va accompagner des groupes aussi. C'est un lieu pour elle aussi d'écriture, de méditation. Enfin, c'est un lieu très important. Alors c'est vrai que je vous invite aussi à aller voir, à visiter Chandelin. Il y a un petit espace muséal où on trouve des objets qui ont appartenu à Ella Maillard, que ce soit ses chaussures, son sac, ses passeports. Enfin, c'est adorable. C'est un petit écrin, une sorte de petit cabinet de curiosité qu'on peut visiter. Mais c'est vrai que on retrouve un peu l'ambiance qu'on peut trouver différemment de Chamonix évidemment. Mais... Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là on a essayé de survoler un peu rapidement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est peut-être anecdotique, mais j'aimerais savoir pourquoi son premier récit a fonctionné apparemment en France et apparemment beaucoup moins en Suisse. Est-ce qu'on en connaît les raisons ? Oui, alors c'est toujours difficile de savoir, mais alors il faut le lire, moi je vous invite à le lire, comme ça vous verrez un peu aussi la manière dont elle raconte les choses. C'est un récit qui dépeint de façon très factuelle ce qu'elle va ressentir et voir en arrivant à Moscou.
Donc c'est très particulier, hein, on est dans les années 30, c'est la montée du stalinisme. Donc il y a ce totalitarisme qui se met en place, et tout ça, elle va pas le raconter, elle va pas le voir en fait, ce qui lui sera vraiment reproché dans un sens. Voilà. C'est tout ce contexte. Bon, elle est plus vers l'humain, mais plutôt pas vers le politique, quoi, voilà. Au départ. Ouais, c'est ça. Bon, elle fait ses... Elle commence à écrire, en fin de compte. Bon, c'est souvent ce qu'on dit, hein, un écrivain va progresser de livre en livre, en quelque sorte. Hein. C'est son premier jet, c'est comme un reportage un peu brut, en quelque sorte. Je pense que c'est ça qui lui a été reproché. Et tu as parlé, Lorraine, au départ, c'est un voyage en Angleterre qui va être déterminant. T'as pas poursuivi? Ah, mais ça, c'est quand elle quitte le bateau? Oui, déterminant. Oui, parce que là, elle va faire la rencontre aussi en Angleterre. Bon, elle va partir en Angleterre pour enseigner, en fait, dans un lycée de filles. Donc, elle y va pour gagner sa vie, en fait. Elle est un peu fille au père. Là, ce qui sera déterminant, c'est qu'elle va rencontrer un capitaine, hein, qui va lui proposer de naviguer sur sa barge, là, en l'occurrence sur la Tamise. Ils vont aller naviguer aussi sur les canaux de Hollande. Enfin, elle va continuer en quelque sorte à apprendre la navigation. Dans d'autres conditions, ce fameux Bennett, enfin, il est extraordinaire aussi, c'est un vrai personnage. Voilà, c'est un peu un entre-deux. À partir de là, ses amis qui sont là avec leur navire à Marseille vont vite la rappeler, et puis elle va les rejoindre en fin de compte pour aller naviguer en Méditerranée. Mais bon, chaque étape, finalement, est déterminante, hein, dans le parcours des... Et ces rencontres sont toujours importantes. Oui, hein. c'est ça. C'est des rencontres clés à chaque fois. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis l'Angleterre, c'est qu'elle va passer aussi du temps à Londres. Donc elle va se rendre compte aussi qu'est-ce qu'une grande ville européenne, en fait, qui vit aussi une industrialisation, qui laisse sur le bas-côté aussi des gens, en fait. Hein. Et là, moi, je pense un petit peu au peuple de l'abîme aussi, de London. Donc elle va commencer finalement à aiguiser son regard documentaire. Moi, j'y vois des pistes aussi qu'elle va déployer dans sa photo et dans son écriture. Voilà, son regard au réel, en fait. C'est un peu le fil aussi que je cherche à tirer, en fait, dans ce travail. C'est un portrait illustré d'une grande voyageuse, mais aussi, en contrepoint, sa façon de regarder le monde. Qu'est-ce qu'elle fait de tout ce réel, en fait? Elle le transforme en écriture, en photo. Et justement, les photos, qu'est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'elles ont été publiées dans ces récits de voyage? Alors, ces photos, pour certaines, ont été publiées dans des revues, d'illustration. Non. Après, dans des beaux livres. Hein. Bon, il y a eu des beaux livres, pas forcément travaillés par elle. Il y a un petit recueil qui est très bien sur Chandolin, où on y voit ses photos dans les années 50 aussi. Elle a ce regard un peu ethnographique, en fait, hein, sur le monde. Elle aura ce même regard lorsqu'elle va arriver à Chandolin, quoi, dans les paysages alpins, où, comme on le disait, la route n'est pas arrivée, donc on est encore dans des lieux préservés, quoi, comme ces villages préservés dans les montagnes, de ce côté-ci aussi des Alpes. Hein. Elle se déplaçait comment? Alors, elle se déplaçait comment Dans tous ces voyages. Une fois, il y a la voiture, mais on imagine que... Oui, alors là, c'était vraiment de façon très, j'allais dire, assez confortable, en fait, hein, la fameuse Ford en 39. Mais sinon, elle va énormément marcher. Je pense qu'elle en gardera d'ailleurs quelques séquelles. Hein. Je veux dire, il y a dans des courriers, elle dit, hein, même, voilà... c'est quand même une activité très, très épuisante aussi. Elle fera des très longues marches, des milliers de kilomètres. Hein. Lorsqu'elle part avec Peter Fleming, c'est plus de 6000 km à pied. C'est incroyable les efforts. Elle a une résistance, c'est assez hors norme, je dirais. Elle est de bonne... en tout cas, elle va se créer sa constitution physique, parce qu'au départ, c'est une enfant assez fragile. Mais c'est le sport, effectivement, les randonnées. Elle va se renforcer physiquement pour pouvoir... c'est des heures de marche, quoi. Il y a des moments où elle raconte qu'elle marche plus de 50-60 km. Et elle est... Bon, effectivement, elle a des sacs à dos, dans des conditions de froid, parfois de chaud. Mais alors, elle marche, elle est aussi, dans son périple avec Peter Fleming, elle est avec ils ont des chevaux, dont le fameux Slalom, elle va le nommer Slalom, son cheval qu'elle va devoir abandonner. Enfin, je vous laisserai découvrir, mais voilà, c'est...
Donc voilà. Il y a le train aussi. Le train, oui, le train, à certains moments. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais alors, c'est pas le yak comme Alexandra David-Nel, par exemple. Je veux dire, on n'est pas dans... Ouais. Oui. Après 1946, est-ce qu'elle a regoûté un tout petit peu à la navigation ou plus du tout? Ben, je dirais plus du tout. Ou alors si, alors il y a eu un voyage, elle a un ami qui sera son voisin à Chandolin, qui sera un grand navigateur en fait, qui va lui proposer un voyage maritime dans les Caraïbes. Et à ce moment-là, je ne sais pas, je pense qu'elle a une 60aine d'années, peut-être même un peu plus. Et elle va regoûter la navigation. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Elle le raconte dans des courriers. Donc, mais tout au long de sa vie, c'est marrant, comme j'ai noté, ce goût pour l'eau, dès qu'elle ressent l'eau dans des torrents, elle a des phrases qui sont... Elle revit ses sensations de jeunesse lorsqu'elle était sur le lac et en Méditerranée, ce qui a été une période de 10 ans pour elle, de 10-15 ans, mais qui ont été déterminantes. Et d'ailleurs, parfois, elle a des images très maritimes pour parler de ses voyages en train, justement. Ouais, c'est une fille de l'eau, pour moi. Et pourtant, voilà, il y a des moments contrariés. Son destin est un peu contrarié puisqu'elle va passer son temps à marcher, finalement. Sur Terre, ouais. Sur Terre. Mais ouais. Vous parliez de regard, je reviens sur son périple avec Peter Fleming. Je crois savoir que pour le même voyage, ils ont fait chacun leur livre. Oui. Il y a de grosse différence entre les deux livres. Je crois savoir, oui. Je ne les ai pas complètement lus, mais c'est là qu'on peut voir que finalement le voyageur a une subjectivité assez importante dans sa rédaction ensuite de ce qu'il a vécu. Ah ben, tout à fait, c'est sûr, c'est vrai. Et là, on est dans ce cas dans un travail d'écriture, d'auteur, en effet. On n'est plus dans un récit purement journalistique. Hein. Tous deux, malgré tout, ont travaillé le récit journalistique. Peter Fleming pour le Times, ça a été un grand reporter. Enfin, d'ailleurs, c'est assez drôle, à certains moments, il tombe sur le Times dans des endroits extrêmement paumés, mais son journal est arrivé, il en est assez fier d'ailleurs, il le lit devant Ella qui est un petit peu... voilà, elle est un peu troublée par ça finalement, mais elle va écrire aussi pour le Petit Parisien. Enfin, je veux dire, elle ne va pas avoir froid aux yeux, elle va aller frapper à la porte d'Élie Joseph Bois, qui est vraiment le grand maître le grand rédacteur en chef à Paris, qui a toute une petite cohorte de reporters, dont Kessel, voilà, et la Maillard va faire partie de ce vivier-là. Et donc elle va écrire aussi de façon journalistique, elle va apprendre en tout cas. Mais effectivement, sur ce récit d'Oasis interdite, elle va déployer une veine plus littéraire en fait. On peut oser le terme pour le travail qu'elle va mener. Peter Fleming, voilà, ça sera autre chose. Mais c'est ça qui est intéressant finalement, c'est des regards différents qui se complètent, je dirais. Vous pensez qu'il y a pu y avoir une petite concurrence au niveau pendant ce voyage, non? Alors, quelque part intellectuel. Oui. Alors il y a certainement une stimulation, c'est sûr, ce qui a certainement contribué et participé à la réussite d'un voyage dingue. Hein. Enfin, franchement, faut le lire aussi, ce Oasis interdite. C'était extrêmement dur. Il fallait déjouer tout un tas de tours, quoi, aussi pour avoir les autorisations, passer dans des endroits. Enfin, faut imaginer aussi l'époque. Voilà, une concurrence dès le départ d'ailleurs, puisque Ella Maillard va rencontrer Peter Fleming, donc tous deux vont se dire ok, je t'accepte avec moi, mais c'est moi qui ai décidé de cette route, c'est moi qui ai décidé de... Non, c'est moi qui l'ai. Enfin, il y a tout... Et jusqu'au bout, en fait, il y a cette petite rivalité. Mais je pense qu'il y a aussi eu finalement dans cette relation beaucoup d'affection. Ils sont très différents. Hein. Et la Maillard dira de Peter Fleming que c'était vraiment ventre à terre. Hein, c'est comme ça c'est quelqu'un qui va à toute pompe, quoi, qui voyage très très vite. Lui, il n'a qu'une envie, alors c'est ce qu'il dira d'être rentré en Écosse pour aller chasser la gouze. Mais en fait, pour des raisons certainement aussi politiques, en fait, il faut se dépêcher de voyager pour arriver sain et sauf au bout du voyage. Parce qu'il voyage dans des conditions
politiquement très dur, quoi. Et là, elle a ce côté plus rêveur où elle aimerait prendre plus son temps. Mais finalement, elle reconnaîtra que c'est important d'avancer le temps que possible. Comment il procédait, parce que vous parlez de voyages longs, de temps long, comment il procédait? Elle rédigeait ses carnets, ensuite elle les transférait. Il y avait un décalage entre le moment où elle ressentait les choses et le moment où elle les écrivait, ou est-ce que c'était un petit peu différé par quelle méthode, quel envoi, elle reste 5 ans en Inde? Comment ça se passe? Alors en Inde, c'est pas forcément là où elle va écrire le plus, dans mon souvenir. Alors peut-être que sur les 5 ans, elle va écrire Croisière et Caravane, qui est une sorte de biographie. Bon, elle dira elle-même que c'est pas forcément son meilleur texte d'ailleurs, mais finalement dans les voyages précédents, là on parle du Xinjiang par exemple avec Peter Fleming, ou bien le Kyrgyzstan, le Turkestan, etc. Elle prend énormément de notes dans des petits carnets. Ce qui peut ressembler à ces petits Moleskine où elle écrit des pattes de mouche, ou c'est au crayon papier, ou bien voilà, c'est limite illisible, hein, enfin c'est des petites choses, beaucoup de notes comme ça, et c'est à partir de cette matière qu'elle va écrire ces récits qu'on peut lire aujourd'hui, ces récits de voyage. Donc il y a vraiment un décalage, on est vraiment dans la prise de notes factuelle. Voilà. Vous avez eu accès à ces carnets Tout à fait. Enfin, moi, ça a été vraiment l'une de mes bases de travail, hein, et ces récits qui sont édités. Mais j'ai nourri le texte de beaucoup d'extraits inédits de ces carnets que j'ai consultés. Enfin, j'ai passé du temps à lire. Ah bah, c'était une émotion sans nom. Enfin, franchement, quoi. C'était. Et de sa correspondance. Et sa correspondance, qui est aussi fleuve, en fait. Tout ça avait été gardé, conservé. Conservé encore aujourd'hui à Genève. C'est un trésor, hein, pour les Suisses, hein. Et la Maillard, c'est un trésor pour eux, en fait, hein. Ils sont très admiratifs de cette femme. Donc il y a encore, je dirais, aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont envie de continuer des recherches, parce qu'il y a encore beaucoup de choses certainement à révéler. Et il n'y a pas eu d'exposition pour ces photos? Alors si, il y en a régulièrement. Il y en a eu au musée de l'Élysée, avant les travaux. Là, il y a eu des travaux depuis, je pense qu'il y a des transformations à venir. Sur le fond, il y a plus de 25 000 clichés. Enfin, il y a même encore des choses à découvrir. Vous voyez, c'est une manne, en fait, hein. Alors, des choses plus ou moins bonnes. Enfin, il faut imaginer qu'il n'y avait pas Internet, on ne travaillait pas numérique. Vous voyez, c'est aussi un travail avec la dimension, je dirais, artisanale. C'est ça qui est beau aussi dans sa démarche. Une dernière question. En tant que femme, partir, vous avez parlé d'insouciance, je dirais même que c'était de la folie, de partir à ce moment-là dans des pays avec des religions différentes, avec des coutumes différentes, et avec peut-être un habillement différent, je ne sais pas, et des moyens de locomotion différents. Est-ce que c'était pas dangereux? Est-ce qu'à un moment donné, dans ses récits, elle a noté une peur, une appréhension, Oui, il y a eu des moments, dont un en l'occurrence, il y a eu un moment un peu effectivement difficile, où elle a eu peur d'ailleurs, hein. Elle se trouve dans un train au Mandchoukou, en fait. Elle se trouve dans cette région du Mandchoukou, donc on est en Extrême-Orient, lorsque les Japonais vont arriver sur cette partie d'Extrême-Orient, hein, voilà. Donc là, elle se fait attaquer, par exemple, par des militaires dans un train. Elle a eu extrêmement peur, hein. Ces militaires étaient en l'occurrence très avinés apparemment. Donc là, ça a été très... Elle en a gardé toute sa vie une peur, hein. Enfin, il y avait quelque chose de viscéral, hein, par rapport à cet événement et par rapport à ce qu'elle a vécu. D'ailleurs, ce sont des choses dont elle a parlé avec Nicolas Bouvier, qui lui adorait le Japon. Donc il y avait toujours un moment un peu comme ça, voilà. Mais en fait, je ne sais pas exactement, parce que évidemment, je n'étais pas là pour l'accompagner, pour voir exactement les choses. Mais j'ai l'impression, en la lisant, de comprendre que le monde était, malgré tout, il y a un siècle différent. Les crispations, peut-être identitaires, n'étaient pas les mêmes. Et j'ai le sentiment que c'était malgré tout plus facile de voyager, malgré tout, à cette époque. Malgré toutes les difficultés de transport, mais il faut s'imaginer dans un temps long, quoi. Le temps n'était pas le même, je dirais. C'est une époque où l'étranger était accueilli quand même. Voilà, ça semble en fait, ça semble. Ouais. Alors que maintenant, il est rejeté, c'est complètement différent. Là, on vit certainement des moments plus compliqués Voilà. On va arrêter là.
Hein, merci Bah, beaucoup. merci. Et puis, Merci, Lorraine. et là, reste. Merci. Naël, tu restes à disposition pour signer.